Chapitre 1. Dans un sifflement sourd, le canon chromatique remplaça son avant-bras gauche, ses prismes s'ajustant les uns sur les autres alors qu'elle le tendait en hurlant vers la porte de sa cabine qui venait de s'ouvrir sur un craquement retentissant et une violente pression. Son cri mourut sur ses lèvres alors qu'elle réalisait où elle se trouvait. « Oh, oh, oh ! Doucement !» L'homme qui avait défoncé le battant levait les mains en signe d'apaisement. Ses yeux, en revanche, la fixaient avec une acuité dérangeante. Entre eux, le canon de son bras arme, auréolé de lueurs spectrales, parcouru de vagues d'énergie, émettait un bourdonnement sourd et menaçant. « Qui êtes-vous » interrogea-t-elle, furieuse qu'on viole son intimité et qu'on puisse la surprendre dans un moment de faiblesse. « Commissaire Marius Exeter, de la Crispole. » La Crispole, songea-t-elle, alors que son esprit s'extirpait avec difficulté des brumes de ce cauchemar qu'elle connaissait trop bien, ce cauchemar qui collait à son âme comme une boue noire et hideuse. La police cristallopolitaine, la force de l'ordre du quorum des cités sous-dômes, qui gérait et réglementait les débordements et dérèglements des cristallopoles de Néo-Lutetia à Constantinople, de Napoli à Moscou. Comme sa personne reprenait pied en ce monde, elle remarqua la grande gabardine, cintrée à la taille, au double boutonnage, qui sculptait son visiteur impromptu, mettant en valeur son torse large et musculeux. Au-dessus du col strict qui enserrait son cou puissant, Myrdate découvrit un visage tout en angle, encadré de favoris sombres, qui, elle ne savait pourquoi, lui évoqua aussitôt des images de prédateurs. Le sourire qui étira les lèvres du Criscognard, comme appelaient familièrement ceux de sa corporation les habitants des quartiers interlopes, lui donna la confirmation de sa première impression. Ce fut à cet instant, devant ce regard et ce sourire incongru, face au canon d'une arme chromatique, qu'elle réalisa qu'elle était en chemise de nuit dans son lit défait. Traversée d'une honte ardente, en découvrant qu'une de ses jambes était dénudée et que les yeux du commissaire, irrésistiblement attirés, s'égaraient dessus, elle saisit le drap pour le rabattre. Le lin blanc voila la chair du haut de sa cuisse et le cuivre rutilant du membre artificiel qu'on y avait greffé il y a bien longtemps. Les joues brûlantes, humiliée qu'un étranger à son ordre ait pu surprendre ce qu'elle s'efforçait toujours de dissimuler, ce qui faisait d'elle bien plus qu'un homme, mais bien moins qu'une femme, elle s'exclama encore d'une voix plus haut perchée qu'elle ne l'aurait souhaité. « Pourquoi avez-vous défoncé cette porte ?»« Dites, vous voudriez pas baisser votre truc, là, ça me rend nerveux, » répondit seulement le Criscognard en désignant le canon chromatique qui continuait de bourdonner et de pulser dans sa direction comme un serpent de métal prêt à mordre. Myrdate le fixa longuement, affrontant le verre presque jaune à l'éclat moqueur de ses yeux. Elle n'était pas coutumière de ce genre de regard et se sentait déstabilisée. Elle avait plutôt l'habitude de la crainte et de la déférence qu'on réservait à ceux de sa caste. « Répondez !» exigea-t-elle d'un ton sans réplique qui laissait sous-entendre les funestes conséquences qui pourraient survenir si on refusait de lui obéir. Le Criscognard soupira comme s'il cédait à un caprice d'enfant. « Je vous ai entendu hurler, j'ai cru qu'on vous attaquait. »« Ça vous va ?» il ajouta après un instant. « Je vous rappelle quand même que c'est mon métier de protéger les gens. » Myrdate le fixa une fois de plus en silence avec tout le poids de son regard qui suffisait d'habitude à briser la volonté des plus endurcis. Mais pas cette fois. La lueur fantomatique du canon chromatique s'éteignit, ainsi que les vagues d'énergie qui le parcouraient. Tout son avant-bras pivota avant de se refermer sur le tube semi-cristallin. Sa main mécanique se déploya. Dans le couloir, il y eut une série d'exclamations stupéfaites. Myrdate réalisa que le Criscognard n'était pas seul. D'autres personnes se pressaient derrière lui. La conscience de ses présences, de ses regards furteurs pesait sur elle, avide d'un peu de sang, de frissons, de scandale, ou tout simplement de l'occasion de surprendre, dépouillée des attributs de sa fonction, un représentant de son ordre que tous craignaient, alimenta sa fureur. « Eh bien, vous pouvez le constater, je me porte à merveille. Fermez cette porte maintenant, et laissez-moi, ou je vous frappe d'excommuniam. » Le mot toucha. Partout dans les cristallopoles, on ne redoutait rien de plus que d'être privé de la protection de l'Église. Elle devina derrière le commissaire le mouvement de recul qui agita les badauds.
Elle s'attendait à ce qu'il se retire lui aussi, mais une fois encore, il l'a pris de court. « Vous êtes sûr que ça va aller ?» Il paraissait sincèrement inquiet pour elle. Ce dernier fait, plus que le reste peut-être, acheva de la mettre en fureur. Elle fit un terrible effort sur elle-même pour répondre, d'une voix qu'elle voulait mesurer. « Sortez, je vous prie. » Elle avait mis une telle intonation sur ces mots que le criscognard leva un sourcil, qu'il avait broussailleux, et lui adressa un étrange regard de ses pupilles vertes à la nuance jaune, un regard qui la mit mal à l'aise. L'insupportable sourire qui releva le coin de ses lèvres juste avant qu'il ne batte en retraite et ne referme la porte de la cabine, dont la marqueterie savante avait explosé au bord de la serrure, la soulagea presque. Enfin seule, elle prit le temps de souffler un peu avant de remettre de l'ordre dans ses idées et repousser les dernières bribes de cauchemar qui l'avaient une fois encore emportée. Ce cauchemar qu'elle connaissait si bien. Ce vieux compagnon qui, tel un croque-mitaine intime, l'accompagnait depuis son enfance, depuis cette nuit-là dans les flammes, la terreur et le sang, et ne l'avait jamais quittée. Il l'attendait dans le placard de ses souvenirs qu'elle refoulait sans cesse à l'état de veille pour mieux l'assaillir dans son sommeil. Inconsciemment, sa main gauche, la seule véritable qu'il lui restait, vint se poser en haut de sa cuisse, là où la chair s'unissait au métal, cet assemblage complexe de cuivre, de chrome, d'or et de titane animé par l'énergie du licanium. Parfois, comme en cet instant, le fantôme de cette douleur atroce revenait la hanter. Ça suffisait. D'un geste brusque, elle repoussa le drap qui la couvrait encore, dévoilant ses deux jambes mécaniques, soudées à mi-cuisse au reste de sa personne, telles d'étranges cuissardes, élégantes dans leur perfection luisante, se tourna et s'assit au bord du lit. Elle se leva presque aussitôt pour se diriger vers le fond de la cabine, où se trouvait la porte de la petite salle de bain. Eu égard à son ordre et à son rang, elle avait eu droit à un des compartiments réservés d'habitude à la clientèle huppée de l'Orient Express. Tout n'était que bois précieux, étain rutilant, luxe et raffinement. Quel contraste avec le dépouillement spartiate de sa cellule du chapitre. La grande glace ouvragée, flanquée de deux luminaires délicats aux coupoles de cristal ouvragé, lui renvoya une image qui la fit grimacer. Un visage froissé de sommeil qui aurait été doux avec un je ne sais quoi d'oriental, si les stigmates de sa terreur nocturne ne l'avaient encore creusé, cette terreur qui hantait ses yeux subtilement bridés, le tout auréolé d'une masse exubérante et brune au reflet feu. Elle se fit l'effet d'un chat de gouttière au sortir d'une bagarre. C'était donc ainsi que le criscognard l'avait découverte. Pas étonnant qu'elle ne l'ait pas impressionnée. Elle sentit l'envahir une nouvelle flambée de honte et de colère. Portée par cette colère, elle se mit à l'œuvre, travaillant à pleine main sur sa crinière indisciplinée, qu'elle finit, au terme d'une longue bataille, par emprisonner dans un chignon serré, ne laissant sur son front qu'une frange austère. Elle considéra son œuvre, ce visage jeune, encore empreint d'un rien d'adolescence, que les épreuves avaient durci et fait mûrir avant l'heure, ce regard sans âge, déterminé et implacable, sous lequel on devinait, en cherchant bien, une blessure secrète, une faille qu'elle s'efforçait de cacher sous une armure impénétrable. Cette armure qu'elle revêtit ensuite, celle de sa fonction, de son ordre, sombre et moulante comme une seconde peau, qui uniformisa chair et métal sous sa fibre renforcée. Une à une, elle y ajouta les pièces de son équipement, jambières, épaulières, corsets, qu'elle boucla autour de sa taille en quelques gestes sûrs et précis. Enfin, elle ajusta sur son crâne une étrange résille supportant le complexe mécanisme oculaire aux lentilles multiples qui pouvait prendre place devant son œil gauche. Ayant terminé, elle jugea de son œuvre, appréciant la silhouette athétique gainée de noir fuligineux, gancée de métal, qui lui faisait face dans sa rigueur martiale. Sur son pectoral luisait l'emblème de la nouvelle église, la croix d'argent aux ailes tranchantes. Une autre mirdate la fixait, avec tout le poids d'une assurance nouvelle, celle de son ordre, de sa fonction, qu'elle avait revêtue avec son uniforme comme elle l'aurait fait d'une armure. Inquisitrice. Une inquisitrice qui avait une mission à accomplir. Elle se dirigea vers la porte de la cabine avec la démarche féline et assurée d'un fauve en chasse, saisit le battant endommagé de sa main mécanique, l'ouvrit, pour découvrir le visage lupin du criscognard qui l'attendait, fendu d'un grand sourire jovial. « Vous en avez mis du temps, votre sainteté !»